La théorie de l'évolution. Vous en avez sûrement tous déjà entendu parler. Aujourd'hui, quand on évoque le monde du vivant, les mots adaptation ou sélection naturelle sont, pour les scientifiques, une évidence. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant de parler d'évolution, il a d'abord fallu accepter l'idée que les espèces se transforment. Jusqu'au XVIIIe siècle, en Europe, beaucoup de scientifiques avaient une vision fixiste du vivant. On considérait que les espèces actuelles existaient depuis la naissance du monde et n'avaient donc jamais changé. Pourtant, les fossiles racontaient déjà une autre histoire. Pour expliquer l'existence de ces espèces apparemment disparues, on évoqua des catastrophes géologiques. On imaginait que les espèces fossiles avaient été détruites par des catastrophes. Certains restaient persuadés qu'il n'y avait aucun lien entre les fossiles et les espèces actuelles. D'autres scientifiques pensaient malgré tout que les espèces se transformaient au cours du temps. Et en particulier Jean-Baptiste Lamarck, qui en 1809 publie une théorie très élaborée expliquant les principes du transformisme. Grand scientifique, enseignant et auteur de nombreux ouvrages, Lamarck est malheureusement l'héritier d'une biologie du XVIIIe siècle devenue ensuite passablement obsolète. Comme beaucoup de ses contemporains, il croit encore en la génération spontanée. Il pense en effet que dans la nature, des êtres vivants peuvent spontanément se former à partir de fluides. Mais surtout, il s'imagine que chaque individu se transforme selon les besoins de son organisme face à l'environnement. Son œuvre restera pourtant dans les esprits, et tout au long du XIXe siècle, les idées transformistes gagneront du terrain. « 1859 est une date qui marquera irrémédiablement la biologie moderne. En 1858, les scientifiques anglais Wallace et Darwin étaient arrivés indépendamment à pratiquement la même théorie scientifique expliquant la transformation des espèces. Darwin se décide alors à publier son travail, qu'il ne considérait pas encore comme achevé. Sa théorie, résultat d'années de recherche, est ainsi exposée au public sous le titre « L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle ». Son propos était clair. Les espèces se transforment principalement par le fait de la variation aléatoire des individus et de leur sélection. Un principe fondamental de la biologie moderne était né. Il manquait tout de même à Darwin un élément d'importance. Il admettait lui-même ne pas saisir les mécanismes de ces variations individuelles et les lois de l'hérédité. Mais même sans connaître les raisons de la variation, son intuition était bien juste. Aujourd'hui, la théorie moderne de l'évolution est le fondement même de la biologie. On sait maintenant que les espèces actuelles descendent d'espèces qui existaient hier et que ces transformations sont régies par la variation, les fluctuations aléatoires et la sélection naturelle. Le registre fossile de par le monde nous donne un petit aperçu des nombreuses espèces qui ont peuplé notre planète.
L'évolution, comment ça marche? En fait, le principe est assez simple. Variation et sélection. Pour essayer de comprendre ce principe et ses conséquences, prenons un modèle. Imaginons par exemple une espèce herbivore dans un environnement dépourvu de prédateurs. La nourriture est abondante, les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas exactement. En effet, les individus varient. La variation, vous la connaissez tous. Aucun être humain n'est identique à un autre. À part chez les vrais jumeaux, vous ne trouverez jamais un visage pareil à un autre. Nous naissons tous différents. Dans le cas de notre modèle, c'est la même chose. Chaque petit, même s'il ressemble de manière générale à tous les membres de son espèce, naît avec des caractéristiques qui lui sont propres. Certains sont un peu plus grands, d'autres un peu plus gros, d'autres encore avec des jambes plus courtes, et ainsi de suite. Et chaque individu transmet une partie de ses caractéristiques à ses enfants. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Dans une petite population, par simple jeu de hasard, une caractéristique propre à un individu peut se répandre dans toute la population. Imaginons que dans un petit groupe naisse un individu qui est bien plus grand que les autres. Supposons que par hasard, il arrive à avoir bien plus d'enfants que les autres. Dans la génération suivante, les individus plus grands seront un peu plus nombreux. Et c'est ainsi que de génération en génération, la grande taille se répand dans la population. Au bout d'un certain temps, par une simple variation individuelle et un peu de hasard, la population a évolué vers une forme plus grande. Mais ce phénomène, qu'on appelle la dérive, ne se produit que dans une petite population. Dans une grande population, l'évolution ne se réduit pas à la seule variation. En fait, le cœur de la théorie de l'évolution, c'est l'adaptation. Variation et sélection produisent l'adaptation. Nos herbivores sont maintenant bien nombreux et mènent une vie paisible, mais leur environnement est sur le point de se modifier. Si une rivière s'assèche, c'est une barrière naturelle qui disparaît. Dans notre cas, voilà le passage ouvert à une espèce carnivore particulièrement vorace. Ils ne peuvent faire grand mal à nos herbivores adultes, mais ils font des ravages parmi les petits. Les temps sont durs pour nos herbivores. De génération en génération, même si on s'efforce de protéger les petits, les pertes sont lourdes. Mais rappelons-le, les individus varient. Parmi nos petits amis est apparu, entre autres, un variant moins visible que les autres. C'est sur ce caractère que va agir la sélection. Au milieu de ses congénères, il aura moins de chances de se faire manger, et donc plus de chances de se reproduire. Ceux parmi ces enfants qui auront hérité de ce caractère auront également plus de chances de se reproduire. Ainsi, de génération en génération, ce caractère qui s'avère sélectivement avantageux pour les individus va devenir majoritairement présent dans toute la population. Au bout d'un bon nombre de générations, l'ensemble de la population a évolué. Ce qui était un avantage particulier devient commun à tout le monde. Mais si alors naît un variant qui est encore moins visible que les autres, il sera à nouveau favorisé et à nouveau cet avantage se répandra au fil des générations dans toute la population. De proche en proche, la population devient adaptée à son environnement. C'est ainsi que fonctionne l'adaptation. Variation des individus, puis sélection des variants avantagés. Les individus varient, la population évolue. Mais il faut reconnaître que notre modèle est extrêmement simplifié. Un herbivore, son prédateur. Dans la réalité, les agents de sélection sont divers et variés. On peut citer les conditions climatiques, l'environnement géographique, les sources de nourriture, la compétition pour la nourriture, une grande diversité de prédateurs,
des maladies infligées par des micro-organismes, les parasites, etc., etc. Tous ces agents de sélection s'exercent sur une population dans laquelle, par ailleurs, ne cessent de naître des variants. Au bout d'un temps très long, des adaptations ont pu se mettre en place. Ces adaptations portent sur des caractères physiques, mais également sur des caractères comportementaux, comme la coopération entre individus d'une même espèce, ou l'association avec des individus d'autres espèces. Voilà comment les espèces évoluent. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? On appelle une espèce un ensemble d'individus qui peuvent avoir des enfants ensemble, et dont les enfants peuvent également avoir des enfants ensemble. Il arrive que pour une raison ou une autre, deux groupes de la même espèce se trouvent séparés. Chaque groupe évoluera alors selon les contraintes de son environnement. Au bout d'un certain temps, si les populations se rencontrent à nouveau, elles auront tellement changé qu'elles ne pourront plus se reproduire l'une avec l'autre. Nous aurons alors affaire à deux espèces différentes alors qu'au départ, il n'y en avait qu'une. Vous me direz, l'évolution c'est bien beau, mais on ne la voit pas. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut en trouver des exemples dans les endroits les plus inattendus. Le métro de Londres, où dernièrement on a prouvé la formation très récente d'une nouvelle espèce de moustique. De son petit nom Culex pipiens, ce moustique vit habituellement à la surface, mais certains variants intolérants aux hivers froids et humides ont trouvé dans le métro un refuge idéal. Une température chaude et constante toute l'année, des flaques d'eau en permanence, et entre les souris, les rats et les humains, de la nourriture à profusion. Ce moustique souterrain, contrairement à la population de la surface, peut se reproduire plusieurs fois dans l'année et ne supporte plus le froid. Mais le fait le plus étonnant est que ce moustique ne peut plus se reproduire avec la population qui est restée à la surface. En quelques dizaines d'années, une nouvelle espèce, Culex molestus, est apparue. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le changement est tout autour de nous. Les individus de chaque espèce de notre planète varient. Cette variation, associée au jeu du hasard et au mécanisme de la sélection naturelle, produit évolution et adaptation. Le monde du vivant, que nous pourrions croire immobile, est en mouvement perpétuel. Les traces du passé nous en offrent des exemples extraordinaires. Et le futur, même si on ne peut pas le prévoir, sera assurément différent.